Nous sommes avec Marie-Reine Tillon, qui est la nouvelle présidente de l'UNA. Bonjour. Bonjour. Est-ce que vous pouvez peut-être présenter votre parcours, puis nous présenter l'UNA? Mon parcours personnel, écoutez, j'ai plutôt un parcours politique en fait, puisque j'ai été conseiller général des Côtes-d'Armor pendant 23 ans. J'ai aussi eu d'autres mandats, type conseiller régional, maire, présidente de communauté de communes, présidente de syndicat mixte de pays. Enfin voilà, j'ai plutôt un parcours politique pendant longtemps. Mais néanmoins, j'ai toujours été militante de diverses associations, et notamment dans le médico-social, que ce soit dans le domaine du handicap, où j'ai participé à plusieurs conseils d'administration, présidé une structure qui a plusieurs établissements liés au handicap. Et puis, ça fait à peu près 30 ans maintenant, ça fait bien 30 ans, oui, que je suis administratrice d'une structure d'aide et de soins à domicile chez moi en Bretagne, ce qui m'a amenée à présider UNA Côte-d'Armor et à être vice-présidente d'UNA Bretagne, puis à participer au conseil d'administration national, et puis au bureau, et puis à la présidence nationale. Voilà, tout bêtement. Présentez l'UNA en quelques chiffres, parce que c'est une très grosse organisation, même plusieurs grosses organisations. Oui, en fait, UNA, alors, c'est une union, l'Union nationale de l'aide et des soins au domicile. On dit souvent union et non fédération, petite particularité, parce qu'en fait, souvent dans une fédération, toutes les structures ont le même statut juridique, ce qui n'est pas le cas à UNA. En fait, on a à peu près 80-85% de nos adhérents qui sont des associations. D'accord. Pas loin de 20%, 15% de nos adhérents qui sont des structures publiques, CCAS, CIAS par exemple, et puis quelques mutuelles et quelques mutuelles en plus. Donc voilà à peu près sur le cadre juridique de nos adhérents. Et donc nous sommes spécialisés sur tout ce qui relève du domicile. Ils n'en relèvent pas, pour autant, il y a quelques-uns de nos adhérents qui ont des établissements, mais c'est en général le premier métier, c'est le domicile, et puis certains ont développé à côté des établissements. Donc nous avons pas loin de 700 structures adhérentes sur l'ensemble du territoire national, mais ce qui représente 3000 implantations, parce qu'en fait, une même association peut avoir plusieurs implantations, soit sur un même département, soit sur plusieurs départements. Donc voilà, cela représente à peu près, pas très loin de 80 000 salariés, 630 000 à peu près personnes accompagnées sur l'ensemble du territoire, et nous accompagnons différents types de publics. Nous accompagnons des publics personnes âgées, personnes en situation de handicap de plus en plus, et nous avons aussi des SAD spécialisés familles et qui agissent davantage dans le cadre de la protection de l'enfance notamment. Donc voilà, et puis donc nos structures adhérentes ont à la fois plusieurs services en général, hein. Souvent le SAD, le SIAD, alors assez facilement, certains sont en SPASAD, mais aussi certains d'entre eux ont des centres de soins infirmiers, certains ont des maisons des aidants, des accueils de jour, enfin différents services, voyez, autres qui ont été développés au fil du temps, en fait, dans nos services. Voilà à peu près le cadre de l'UNA, si vous voulez. D'accord. Alors actuellement, on parle beaucoup de la loi, une possible loi sur le grand âge. Et puis des enjeux, des difficultés, puis des challenges en fait auxquels font face ce secteur d'activité. Déjà, est-ce qu'on peut commencer par expliquer les challenges auxquels vous allez devoir faire face dans les prochaines années? Alors, pas seulement nous, mais le pays va devoir faire face à plusieurs challenges. Le premier challenge, c'est quand même le vieillissement de la population. Où effectivement les chiffres sont très clairs. Enfin là, c'est mathématique. L'avantage, c'est qu'on sait que chacun prend un an de plus chaque année, donc on ne peut pas contester le vieillissement de la population, et il va bien falloir faire face à ce vieillissement qui va parallèlement à l'allongement de la durée de vie, et qui fait qu'on a de plus en plus de personnes. Alors tout le monde n'est pas en perte d'autonomie pour autant. On peut très bien avoir 95 ans et être en pleine forme. Oui, oui. Mais on peut aussi avoir 65 ans et ne pas être en forme. Donc, il faut prendre en compte le vieillissement de la population et le fait qu'il y aura
sans doute, puisqu'il y a davantage de personnes âgées, il y aura une proportion plus importante de personnes en perte d'autonomie à prendre en soin. Et puis, je ferai un peu le parallèle aussi au niveau des personnes en situation de handicap. Par rapport à il y a 50 ans, le public en situation de handicap, et sur certains handicaps en particulier, a gagné, et c'est fort heureux, beaucoup d'années d'espérance de vie, mais ça veut dire qu'il faut prendre en compte aussi ce vieillissement de la population en situation de handicap. Et puis prendre en compte un autre paramètre très important, qui est que le public en situation de handicap, ce sont des personnes qui désormais, et là aussi c'est fort heureux, veulent choisir si ils sont accompagnés à domicile ou en établissement, alors qu'avant, là encore, il y a plusieurs dizaines d'années, le schéma, c'était handicap-établissement. Aujourd'hui, on parle beaucoup de l'inclusion. Ça veut dire qu'on doit pouvoir être en capacité d'accompagner dans de bonnes conditions à domicile des personnes en situation de handicap. Ce sont les deux grands challenges. Et puis là, la situation sanitaire et économique qui va en découler font qu'on s'aperçoit de situations familiales dégradées, d'une paupérisation de certaines catégories de population. Et il est fort probable que l'enjeu à venir dans les quelques années qui viennent, là, sera de prendre en charge aussi le public famille qui est en situation délicate. Très certainement. Oui. Voilà les grands enjeux, si vous voulez. D'accord. Pour faire face à cela, si je provoque un peu, est-ce qu'il y a assez de salariés dans les structures? Et est-ce qu'il manque beaucoup? Quand ça se passe au niveau des ressources humaines? Ça fait déjà quelques années que nous alertons sur les difficultés au recrutement, sur le manque d'attractivité de nos métiers. Alors, soyons justes, ça n'est pas vrai seulement pour le domicile. C'est vrai qu'on sent, depuis déjà pas mal d'années, on sent une baisse d'attractivité, une baisse de l'image des métiers du médico-social en général. Mais alors pour le domicile, c'est encore plus important. Je pourrais développer, je vais développer si vous voulez bien le pourquoi, mais en tout cas, c'est quelque chose que l'on ressent de manière très très forte. Nous avons chaque année, dans le réseau UNA, nous lançons un sondage OpinionWay auprès de nos adhérents pour savoir comment se passent les demandes de prise en charge de personnes que l'on nous adresse. Il y a 2 ans, un peu plus de 2 ans, nos directeurs nous disaient une demande de prise en charge sur 10, nous ne pouvons pas y répondre, faute de personnel. Fin 2019, le résultat du sondage était une demande de prise en charge sur 5. La différence vient dans ces deux périodes-là d'une hausse de la demande ou d'une baisse de candidats pour travailler dans le secteur? Baisse de candidats pour travailler dans le secteur. Et si je termine sur OpinionWay, là, nous lançons en ce moment le sondage, mais on a déjà des retours du réseau. Hein, et on va certainement être une demande de prise en charge sur 2. Nous avons déjà des adhérents aujourd'hui qui nous disent « nous sommes obligés de trier », c'est pas un joli mot, mais voilà, dans les sorties d'hôpital, aujourd'hui, parce que nous manquons de personnel. Alors, la crise Covid n'a rien arrangé, bien évidemment. Mais pour répondre à votre question, oui, on sent depuis plusieurs années qu'il y a un manque de candidats sur les formations et que, écoutez, l'image du métier du domicile n'est pas bonne. C'est vrai que nous en rajoutons un peu parce que nous n'arrêtons pas de dire que le domicile a besoin de moyens, etc. Donc, j'imagine que ça n'aide pas. Mais on ne peut pas se taire par rapport à la situation du domicile. C'est très clair. Il faut bien qu'on alerte. Et puis, les salaires sont tels que, évidemment, les personnels ne sont pas non plus eux-mêmes porteurs d'une image positive vis-à-vis d'éventuels candidats. Qu'est-ce que vous voulez, nous avons 2 salariés sur 10 aujourd'hui dans le domicile qui sont en dessous du seuil de pauvreté. Le pouvoir d'achat d'une auxiliaire de vie en 17 ans a baissé de 31%.
Ouf, ah ouais. Comment voulez-vous? Comment voulez-vous? On pourra faire toutes les campagnes de pub que l'on veut sur le joli métier, on pourra applaudir tant qu'on veut aux fenêtres sur le dévouement. Ça c'est quelque chose que je ne supporte plus d'ailleurs, qu'on parle du dévouement des personnels. Ils sont pros. Ils ne sont pas dévoués, ils sont pros. Ils sont pros, sauf que ils sont dévoués dans le sens où ils font leur job malgré des conditions de travail dégradées, malgré des salaires qui sont pitoyables. Et, ça nous a, et pour que les choses soient claires, parce que je vois des fois sur les réseaux sociaux des réactions en disant bah, c'est à vous, employeurs, de payer. Ben oui, non, mais ça ne dépend pas de nous, ça dépend du gouvernement. Et c'est Oui, bien il à faut cause de cela que ça a baissé depuis des années. oui, peut-être expliquer pourquoi ça ne dépend pas de vous, ça dépend du gouvernement. Peut-être expliquer le site de financement de l'aide à domicile. Alors c'est surtout concernant les salaires. En fait, il faut savoir qu'au moment où, pour ce qui concerne de la convention, ce qu'on appelle la convention BAD, qui est la convention du non lucratif hein, dans le domicile, lorsque cette convention a été adoptée, validée, agréée, étendue, etc., à ce moment-là, il y avait une corrélation entre le SMIC et les niveaux de salaire, si vous voulez, donc la valeur du point de l'époque, etc. Sauf que les gouvernements successifs ont refusé d'augmenter la valeur du point. Mais le SMIC, il augmente chaque année. Et donc, mécaniquement, chaque année, l'écart s'accroît, ce qui fait que mécaniquement, on est arrivé l'année dernière à 17 catégories de notre grille en dessous du SMIC. Et pour avoir une augmentation de salaire, pour pouvoir octroyer une augmentation de salaire, il faut que le gouvernement accepte l'augmentation de la valeur du point. Ce qui nous a été refusé ces dernières années. Si je provoque un peu, c'est-à-dire qu'en fait, les structures ne peuvent pas augmenter d'elles-mêmes le salaire. Il faut respecter le plafond du point. Alors, c'est vrai pour deux raisons, effectivement. La première, sur ce que je vous dis, c'est qu'effectivement, nous sommes encadrés par rapport à cette histoire de valeur du point, etc., de convention collective. Voilà. On pourra y revenir puisqu'il y a un avenant qui a été signé l'année dernière et dont on attend l'agrément. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que les services sont tarifés par les conseils départementaux. Et que les conseils départementaux s'appuient sur les textes en vigueur. Donc, les textes de convention collective tels qu'ils sont applicables, la valeur du point telle qu'elle est applicable, et ils ne tarifient pas au-dessus. Donc, les structures peuvent très bien dire, eh bien, écoutez, moi, je vais vous donner 200 € de plus par mois, sauf que si ce n'est pas dans le tarif accordé par le département, ben, il va falloir qu'ils trouvent l'argent ailleurs. Et là, c'est un peu plus compliqué. Oui, donc en fait, c'est les deux qui doivent changer. À la fois, c'est les deux tarifs, entre guillemets, le salaire plus le tarif qui doivent évoluer tous les deux conjointement. Sinon, il y a un effet ciseau. Sinon, il y a un effet ciseau. Ceci dit, normalement, même si les départements ne jouent pas toujours le jeu, normalement, le fait qu'il y ait, si par exemple l'avenant 43 auquel je faisais allusion tout à l'heure, si celui-là est agréé, il s'impose. Il s'imposera à l'employeur, mais il s'imposera aussi aux départements qui devront en tenir compte dans leur tarification. D'accord. Le problème, c'est que les départements ne jouent pas toujours le jeu. Bon, voilà. D'accord. Mais les départements ne jouent pas forcément le jeu parce qu'ils n'en ont pas forcément les budgets et les moyens. Nous sommes d'accord, mais ça n'est pas de notre ressort. D'accord. C'est-à-dire qu'il y a un moment où il faut que les uns et les autres se mettent autour d'une table. Nous ne sommes pas la balle de ping-pong entre les deux. Or, en ce moment, on a quand même fortement l'impression d'être la balle de ping-pong. Effectivement, alors nous sommes tout à fait en capacité de comprendre que les départements sont étranglés et qu'à un moment donné, il va falloir revoir les compétences des départements au regard de leurs moyens. Il est question du RSA, qui pourrait retourner dans le giron de l'État. Enfin bon, il y a des négociations en ce moment dans le cadre de la loi 4D. On est tout à fait en capacité de l'entendre. Mais à un moment donné, il va falloir se dire que les choses doivent être cadrées. C'est-à-dire que si les départements gardent la compétence, ils doivent en avoir les moyens
Et pour ça, eh bien, il va falloir que État et département se mettent autour de la table, ce qui n'est pas gagné en ce moment. Si les salaires sont augmentés, est-ce que le secteur va être plus attractif ou est-ce que la jeune génération ne veut de toute façon pas faire ce métier très précisément? C'est une bonne question. Je vous remercie de me l'avoir posée. Je ne saurais pas trop vous répondre. J'ai fait quelques formations hein, de jeunes stagiaires. Là. Ce que j'observe, par exemple, le diplôme, ça va être un peu technique peut-être pour vos auditeurs, mais le diplôme DEAES, qui a été un diplôme d'auxiliaire de vie, si vous voulez, mais qui a été remanié il y a quelques années de ça, qui a une option établissement, une option domicile et une option vie scolaire. Ce que l'on observe dans ces formations-là, c'est que l'option domicile est très peu prise. En fait, le domicile a une image vraiment très, très dégradée. Alors, le salaire, c'est une chose, mais il faut que l'on soit positif, que l'on positive la manière dont on présente le domicile. C'est vrai que nous traînons comme un boulet une image un peu liée à la domesticité, quand même. Or, nous sommes maintenant à des années-lumière de ça. Alors, je ne dis pas qu'il n'y a pas, je ne parle pas au nom de l'ensemble des services à domicile, hein, on est bien d'accord. Et la problématique, c'est que dans le domicile, quand on parle domicile, on parle aussi bien service, heures de confort que vous faites venir à domicile, même si vous êtes parfaitement autonome, etc. Et on parle aussi des heures d'accompagnement des personnes en fragilité, qui doivent avoir l'APA, la PCH, etc. Donc, ce n'est pas le même monde, enfin, quelque part. Bien sûr, il y a le cadre de vie qu'il faut entretenir, on est d'accord, mais quand on parle d'aide à la toilette, quand on parle d'aspiration trachéo, quelquefois pour certains types de patients, lorsqu'on parle de lien social, lorsqu'on parle de prévention, lorsqu'on parle… Enfin, bref, si on regarde l'ensemble des métiers qui sont les nôtres aujourd'hui, ça a quand même bigrement évolué, c'est quand même beaucoup plus technique que ça ne l'a été auparavant. Mais nous avons besoin d'une identification claire du qui fait quoi et de redorer le blason de l'accompagnement à domicile dans toute son entièreté. Est-ce qu'il n'y a pas, je vais peut-être faire un petit virage, est-ce qu'il n'y a pas une autre solution à laquelle moi je pense depuis pas mal d'années, qui est que les services à domicile pourraient vendre des produits d'aménagement du domicile et ainsi toucher une commission ou être rétribué sur cette vente en question? Est-ce que ça, ce n'est pas une piste pour solvabiliser les services à domicile? Alors, pas du tout. Et là, je m'élève totalement contre ça. Pourquoi? C'est justement ce que font certains services lucratifs aujourd'hui et je ne mets pas l'opprobre sur l'ensemble des services lucratifs, mais nous en observons quelques-uns comme ça, qui commissionnent effectivement les personnels sur des équipements qu'ils vendraient, mais qui du coup, à côté, les rémunèrent moins. À côté de ça, on a vraiment des services lucratifs qui fonctionnent de manière totalement correcte, hein, je précise. Non, ce n'est pas notre métier de vendre du matériel. Notre métier, c'est du prendre soin. Nous sommes auprès des personnes fragiles. C'est l'EHPAD à domicile. Nous nous situons vraiment sur ce créneau-là. Et alors, il faudra trouver un autre terme que EHPAD parce que ça a une image très précise, et puis que d'aucuns vendent l'idée de EHPAD hors les murs. Mais c'est ça, l'idée, c'est ça, c'est l'accompagnement de la perte d'autonomie à domicile. C'est du technique, c'est du sanitaire, c'est du social, c'est pas du commercial. Clairement. Non, et on ne pourrait même pas imaginer je vais provoquer un petit peu, hein, une filiale privée de l'UNA qui, elle, qui vendrait des prestations d'aménagement du domicile pour essayer d'aider les structures locales. Vous voyez vraiment ça, vraiment deux champs séparés. Ah oui, nous sommes et nous nous revendiquons dans l'économie sociale et solidaire. Nous nous revendiquons dans le non lucratif et notre métier n'est pas d'aller faire du commerce. C'est très louable pour ceux qui le font, mais ce n'est pas notre métier. Non, non. Et encore une fois, alors, faisons le parallèle entre le domicile et l'établissement.
le lundi, vous êtes en établissement, vous êtes accompagné par des personnels qui sont aides-soignantes, qui sont auxiliaires de vie, qui sont personnels d'entretien du cadre, etc. Vous êtes coucouné, chouchouté, etc. Et vous êtes vraiment dans un environnement médico-social. Vous sortez de l'établissement, vous allez à domicile, et là, on aurait des gens qui seraient accompagnés par des personnes qui seraient là en train de leur vendre de la marchandise, mais qui ne seraient pas du tout dans un objectif médico-social pour le même niveau de perte d'autonomie. Il y a quelque chose qui ne va pas. Ce qu'il faut, c'est se dire, une personne qui est arrivée à un degré de perte d'autonomie tel qu'elle a besoin d'une compensation, on se situe un peu dans le même schéma que la compensation du handicap quelque part. Elle a besoin d'une compensation à sa perte d'autonomie, elle a besoin d'être accompagnée techniquement par rapport à cela, elle a besoin d'être accompagnée par un milieu spécialisé médico-social, et ça doit être, on doit avoir la même garantie de qualité à domicile ou en établissement, parce que c'est une question de citoyenneté. C'est-à-dire que la question de citoyenneté, c'est moi, citoyen, j'ai le droit de choisir où je veux vivre. Et en fonction de ça, moi, citoyen, j'ai le droit d'être accompagné en qualité et en dignité, que je veuille vivre à domicile ou que je veuille vivre en établissement. Et c'est à l'État d'organiser les choses pour que je puisse avoir ce droit en toute dignité et égalité. D'accord. Actuellement, on parle d'une possible loi du grand âge. Depuis votre vision, qu'est-ce qu'elle doit comporter pour votre secteur d'activité? Alors, on pourra l'appeler l'Arlésienne, celle-là, parce que quand même, elle est reportée de mois en mois. Et je crois qu'à mon avis, à ce moment, elle est en train de fuir un peu plus en ce moment. Elle fuit un petit peu plus, oui, mais d'où une campagne qu'on est en train de lancer avec nos collègues là, pour mettre la pression. Elle est indispensable. Pourquoi? Parce que le système du domicile est à bout de souffle, totalement à bout de souffle. On en a parlé par rapport à l'attractivité. On constate des inéquités sur le territoire qui sont inadmissibles. Quand vous êtes en GIR 3, le GIR, c'est le degré de perte d'autonomie. Hein. Oui. Si vous êtes classifié en GIR 3, si vous habitez Lille, Brest, Marseille ou Toulouse, vous n'êtes pas traité de la même manière. Là encore. C'est-à-dire pour expliquer que le montant de l'APA que l'on touche est différent, c'est ça que vous vouliez dire? Il y a deux choses. Le montant de l'APA, ok, mais les services à domicile ne sont pas traités de la même manière. Ah, d'accord, d'accord. Pour deux raisons. Le tarif, ouais, et parfois, certains départements, voulant faire des économies, parce que c'est un budget très lourd pour eux, hein. La solidarité, c'est 60% de leur budget au département à peu près. Donc, pour faire des économies, certains ont trouvé que c'était beaucoup plus intelligent de se mettre hors la loi et donc de détarifer les services. Et donc, on a des services qui sont dans la nature, qui sont totalement détarifés. Donc, ils sont au tarif, ce qu'on appelle, c'est un peu compliqué, je le conçois, ils sont à ce qu'on appelle le tarif plancher du département, qui est un tarif donné pour l'ensemble des services, qu'ils soient tarifés ou pas tarifés. Mettons qu'il soit à 19 €, je vous fais un… et que le service en question, son coût de revient est à 24 €, eh bien, c'est la personne accompagnée qui va payer la différence. Donc, alors que dans un autre département, si le service est tarifé à 24 €, il n'y aura pas de reste à charge. Vous voyez ce que je veux dire? Oui. Donc votre niveau d'accompagnement, ce sera la double peine. C'est-à-dire que vous avez besoin de davantage d'heures d'accompagnement, peut-être, mais si vous n'avez pas les moyens, eh bien, vous ne pourrez pas les avoir, ces heures-là. Vous ne pourrez pas les payer. D'accord. Alors, une loi de grand âge idéale devrait changer quoi à ce niveau-là? Alors, elle devrait déjà préciser les contours de la branche autonomie. Parce que la branche autonomie a été créée, certes, mais il a bien été dit que le PLFSS, c'était le début de l'architecture et que la loi donnerait toute son ampleur à la branche autonomie. Et il y a des choses qui n'ont pas été précisées, et notamment le périmètre de la branche autonomie. La branche autonomie relève-t-elle,
y a-t-il dans la branche autonomie les établissements et le domicile? Ça n'a pas été précisé. Et pour nous, c'est très important. Parce que qui dit accompagnement de l'autonomie, c'est bien sur l'ensemble, là encore, que l'on soit à domicile ou que l'on soit en établissement. Or, le rapport Vachet, qui a été remis en septembre, émet plusieurs hypothèses, dont une hypothèse qui est de dire la partie APA et PCH payée par les départements, il faudrait la sortir de la branche autonomie au motif de la libre administration des collectivités territoriales, parce que si elle est dans la branche autonomie, ça veut dire qu'elle passe chaque année en PLFSS, donc au Parlement, et donc elle porterait préjudice à la libre administration des collectivités territoriales. Sauf que si c'est en annexe du PLFSS, ça ne se pose plus. Mais au moins que l'on regarde l'autonomie dans toute son entièreté, sinon ce n'est pas la peine. Donc ça, c'est vraiment le premier point par rapport à la branche autonomie. Le deuxième point, c'est clarifier cette histoire entre service à la personne, service en direction des personnes les plus fragiles, et je dirais, allons jusqu'au bout et généralisons les SPASAD, les services polyvalents d'aide et de soins à domicile, qui sont quelque part l'adjonction des SAD, services d'aide et d'accompagnement à domicile, et des SIAD, services de soins infirmiers à domicile. C'est l'adjonction, donc il y en a un certain nombre sur le territoire, hein, avec une vraie coordination des interventions. Si on veut être logique et faire le pendant des établissements, eh bien, il y aurait en établissement, on a la dépendance, on a l'hébergement bien sûr, mais on a la section dépendance et la section soins. À domicile, l'hébergement, c'est le domicile. On aurait la section dépendance et la section soins dans le cadre du SPASAD. Et ça, ce serait la logique, en fait. Il faudrait y ajouter certains points qui sont plus de l'ordre expérimental dans un certain nombre d'endroits, qui sont tout ce qui relève de la prévention. Ce n'est pas expérimental, mais c'est financé aujourd'hui par les conférences des financeurs, donc c'est financé par des appels à projets. Alors on finance aujourd'hui, et après ça s'arrête. C'est les pilotes. Ouais. Donc ça, qu'est-ce que j'ai oublié? Revoir le financement totalement. Revoir le financement des services, le système de financement horaire et le financement avec une tarification qui est à géométrie variable suivant les départements, ce n'est pas possible. Il faut un cadre national. Et là, que ce soit le rapport Libault, que ce soit le rapport du Haut Conseil de la famille, de l'enfance et de l'âge, tout le monde dit la même chose. On ne peut plus continuer comme ça. Il faut un cadre national avec un contrôle de ce que font les départements par rapport à ça. D'accord. En milliards, ça se chiffre en combien une loi du grand âge qui serait idéale et qui arriverait à développer le secteur? Alors, je n'ai pas forcément le chiffrage de la loi grand âge, le chiffrage idéal. Sur la partie domicile, je me souviens que le Haut Conseil de l'âge disait, il n'y a même pas un an, il disait qu'il fallait prévoir 3,5 milliards en plus pour le domicile, au moins. Mais il mettait en parallèle, c'était assez intéressant parce qu'il faisait une étude aussi où il mettait en parallèle une forme de désinstitutionnalisation, c'est-à-dire des gens qui n'iraient pas en EHPAD du fait d'une prise en charge correcte à domicile. Et c'est intéressant parce qu'on voit poindre un certain nombre d'éléments là en disant qu'il faudrait augmenter le nombre de places en EHPAD. Ce n'est pas forcément ce que demandent les gens. Hein. Non, on demande l'inverse, on demande de rester chez eux. Ouais. Il faut moduler. Je n'ai pas dit qu'il ne fallait pas du tout de place, mais il faut moduler quand même ces éléments. Et puis peut-être avoir des formes d'hébergement regroupées, mais sans être des EHPAD, sans être des petites formes de regroupement à 5-6, des choses qui soient un peu plus conviviales peut-être, même si dans les EHPAD, il y a beaucoup de choses conviviales, mais vous voyez, qui soient perçues de manière différente par la population. C'est plutôt ça. C'est l'image. Là aussi. Pour finir, vous avez lancé une campagne à plusieurs fédérations pour mobiliser sur la loi du grand âge. Est-ce que l'un des soucis n'est pas, si je provoque un peu, n'est pas le fait qu'en fait que les acteurs de votre secteur d'activité, c'est un lobby qui est moins puissant que celui des groupes d'EHPAD. Et qu'en fait, on privilégie
peut-être plus les EHPAD parce qu'en fait, il y a un lobby qui est plus puissant de leur côté et que les fédérations partent en ordre dispersé. Même dans le domaine lucratif, il y a au moins 2 fédérations. C'est pas faux, mais il y a plusieurs fédérations aussi pour ce qui concerne les établissements. Bon. Mais par contre, vous avez raison sur plusieurs points quand même. La différence entre établissement et domicile. En établissement, les résidents sont tous là. Donc, on connaît les familles. On voit les familles, on les connaît. Les familles se rencontrent, peuvent s'organiser pour éventuellement mener des actions. Les résidents, les personnels, même chose. Ils sont tous sur place, ils peuvent s'organiser. Il y a une forme d'organisation générale qui est plus facile à mettre en place. Vous lancez, alors bon, ils ne l'ont pas toujours fait, mais il y a eu quelquefois quand même quelques manifestations, vous savez, des EHPAD, les familles se mobilisent. D'accord. À domicile, c'est beaucoup plus compliqué. Parce que les personnes sont isolées et les familles sont isolées, ne sont pas au seul endroit. Ouais. Et n'ont pas du tout cette notion du collectif. Ils n'ont pas la notion du collectif et la notion de l'intérêt de s'organiser en collectif. C'est très, très, très différent dans l'esprit. Ah oui, dans l'esprit, c'est différent. Mais par contre, au niveau des salariés, les choses bougent quand même, mais ça a mis plus de temps à bouger. Parce que si je provoque un peu, on pourrait se dire qu'il y a beaucoup de salariés dans le service à domicile, et si tous les salariés faisaient pression et faisaient une pétition commune, ça ferait une force de frappe énorme quand même pour faire pression. On l'a fait, et on l'a fait par les années passées. C'était en 2015, je crois, la dernière grande pétition qu'on avait pu faire, mais c'est compliqué. Je vais vous dire toujours pour la même chose. Et on avait lancé une mobilisation avec manifestation. En établissement, lorsque vous faites une manifestation, il y aura toujours des personnes qui vont rester dans l'établissement et qui vont surveiller les résidents, et qui vont jeter un œil, faire en sorte qu'il n'y ait pas de soucis, quoi, hein. Et pendant ce temps-là, les autres personnels peuvent aller manifester. À domicile, on ne peut pas se permettre de faire ça. Ah oui, bien sûr. Et on a fait, je parle d'expérience parce que je me souviens d'avoir mis en place des cars pour aller manifester en 2015 et on était quand même assez peu nombreux parce que les salariés disaient mais oui, mais attendez, là, je ne peux pas laisser telle ou telle personne toute seule, il faut bien que je passe. Bien sûr, bien sûr. Pour finir, est-ce que vous pouvez nous parler de la campagne que vous avez lancée actuellement? Oui, c'est une campagne avec un logo aide à domicile déchiré. Déchiré, c'est ça, oui. Ce qui veut dire beaucoup, c'est-à-dire que alors que le gouvernement parle de la logique domiciliaire, parle de l'ambulatoire en sortie d'hôpital, parle de toute cette logique-là, il n'y a pas les moyens pour le domicile. Et d'une part, on recule la loi grand âge, et en plus, il y a tous ces atermoiements sur l'agrément de l'avenant 43 qui permettrait des revalorisations de salaire d'au moins 15% pour nos salariés. Donc on se dit, non mais attendez, entre le discours et les actes, il y a une grande marge. Et il est grand temps que l'on aille de l'avant et que l'on prenne en compte le domicile. D'où cette campagne qui est d'alerter le public pour dire, mais si ça continue comme ça, il va y avoir des déserts d'accompagnement à domicile. Bien sûr. On ne pourra plus vous accompagner. Et donc, on appelle le public à faire pression sur les élus pour que les élus eux-mêmes fassent pression sur le gouvernement en disant mais il la faut cette loi autonomie, il la faut en urgence. C'est ça l'objectif. D'accord. D'autant plus qu'en fait, dans 7 ans, il y aura le baby-boom qui arrivera aux âges concernés. Tout à fait. Un grand mur. Une conclusion? Conclusion, eh bien, écoutez, nous continuons la mobilisation. Oui. Et la conclusion, c'est de dire, mais comme je l'ai dit tout à l'heure, il est temps de passer des paroles aux actes. Il est temps que la logique domiciliaire s'inscrive dans les faits maintenant. Super. Et qu'effectivement, on puisse avoir, encore une fois, des citoyens à domicile qui ne soient pas des citoyens de seconde zone dans leur accompagnement. Super, merci Marie-Reine Tillon. Je rappelle que vous êtes présidente de l'UNA. Merci beaucoup. Merci à vous.